La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Le Point. Le Point, vous le savez, mesdames et messieurs, est cette tribune que nous dédions aux journalistes et aux analystes politiques. Vous passez au crible les sujets qui ont marqué cette semaine. Pour nous accompagner ce soir, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Atia. Il est le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Également sur ce plateau, nous recevons pour la seconde fois Madi Mohamed Diabakate. Il est expert en affaires politiques, paix et sécurité. Il est également le président du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Madi, bonsoir. Bonsoir Daniel. Comment vous allez? À part tout ce qui ne va pas, tout le reste va bien. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver après ce long moment d'absence. Effectivement, c'est un plaisir aussi de mon côté de revenir sur vos plateaux. Et toujours content d'arriver ici. Voilà. L'émission de ce soir, mesdames et messieurs, sera consacrée en grande partie au décryptage de cet ouvrage écrit par Madi Diabakate. Il est intitulé 55 ans de vie constitutionnelle au Togo. Un troisième ouvrage paru aux éditions Aoudi. Déjà, on va s'appesantir un peu plus sur l'ouvrage, particulièrement sur son titre qui est assez évocateur. 55 ans de vie constitutionnelle au Togo. Qu'est-ce que Madi veut dire en résumé déjà dans ce livre? Madi veut dire que le Togo indépendant n'avait pas de constitution. On s'est doté de notre première constitution en 1961 et aujourd'hui en 2016, on a 55 ans de vie constitutionnelle parce que nous avons eu notre première constitution en 61, nous avons eu notre deuxième constitution en 63, nous avons eu notre troisième constitution en 80 et nous avons eu notre quatrième constitution en 92. Donc c'est l'analyse de toutes ces constitutions depuis 63 à ce jour. Voilà, et dans votre ouvrage, vous faites une part belle vraiment à ces évolutions, aux différentes constitutions que nous avons connues. Mais aujourd'hui, le débat au sein de la classe sociopolitique, c'est le retour à la constitution de 92. Mais vous ne jugez pas que c'est la meilleure des constitutions? Alors, vous savez, entre plusieurs mots, on préfère le moindre. Alors, c'est vrai, mais aujourd'hui, dire de retourner à la constitution de 92, quand on a l'opportunité de revoir même cette constitution de 92 parce qu'on l'a déjà pratiquée depuis 92. Aujourd'hui, on est en 2016. Je pense que ça fait pratiquement 18 ans. Et, non, voilà, plusieurs. Voilà. Oui, 92, 2008 ans. Non, près de 20 ans. Plus de 20 ans. 2002, ça faisait déjà 20 ans. Donc, aujourd'hui, on est à 24 ans de pratique. Je pense qu'après 24 ans, on a eu le temps de voir quelques nécessités, quelques ajustements pour la constitution de 92. Mais aussi, entre-temps, il y a eu des toilettages, des ablutions à cette constitution qui ont contribué à crisper le contexte politique. Donc, il faut revoir tout ça. Mais je pense que la constitution de 92, c'est un acquis qui reste maintenant à améliorer pour prendre en compte aujourd'hui les enjeux qui sont ceux du Togo dans ce nouveau siècle où nous sommes, dans ce siècle où il y a d'autres enjeux qui vont au-delà de ce qu'il y a dans 92. Voilà. Et Ibrahim, vous avez également parcouru l'ouvrage. On va peut-être un peu s'apaisantir encore un peu plus sur cet aspect de la Constitution de 92. Et cet aspect fait beaucoup de débat de Malomé. Comme le dit Madi, c'est un acquis, il faut le consolider. Est-ce que c'est votre point de vue également? Oui, c'est mon point de vue parce que la Constitution de 1992 a été votée suite à un référendum et vous savez que ça a été une consultation populaire et la population togolaise s'est prononcée sur cette Constitution et le oui l'avait remporté. Ce qui voudrait dire que cela reflétait un peu l'assentiment de tous les citoyens. Mais il s'est fait qu'en 2002, une catégorie, je dis bien une catégorie de cette même population a jugé ne plus continuer avec la Constitution de 1992, ce qui a donné lieu au toilettage. Et vous savez que quand on parle du toilettage, il y a un nom qui s'y attache. Je ne veux pas révéler le jeu de mots. Et on parle souvent d'un professeur qui serait un adepte, un partisan de la théorie de Machiavel. Voilà. Donc, vous suivez mon regard. Et quand cela s'est opéré, ce qui est extraordinaire même dans ce toilettage, c'est que ça a été une constitution, une modification d'embuscade.
ça s'est opéré nuitamment, et à la veille d'une fête, pendant que les gens étaient en train de fêter, on était en train de vraiment changer la loi fondamentale de notre pays. C'est ça qui n'a pas été élégant. Sinon, sur le plan légal, c'est vrai que Yadema et tout son Bataclan attendaient le moment propice pour apporter des améliorations entre griffes, à des fins personnelles, à cette constitution, mais ils n'avaient pas eu la majorité requise pour pouvoir l'opérer. Donc, avec le boycott des législatives de 1999, donc cela a donné libre cours aux partisans des Yadema, puisqu'on avait un parlement monocolore. Et avec ce parlement monocolore, vous comprenez qu'on peut se permettre toutes les acrobaties. Et à mon niveau, je parlerai de dérive, parce que ce qui a été fait avec ce toilettage, je pense que cela n'a pas tellement avantagé le pays, parce que ça nous a plongé dans des incertitudes politiques, et c'est ça même qui a conduit au problème que nous avons eu en 2005, et jusqu'alors nous traînons toujours les pas en matière de modification constitutionnelle. Voilà. Mais le document de M. Madi, s'il faut revenir, s'il faut placer un mot sur ce document, c'est un document au-delà de sa valeur, disons, juridique et politique, ça a une valeur historique, en ce sens que ça nous rappelle tout ce qui a été fait en matière constitutionnelle dans notre pays et les péripéties qui ont marqué cette vie constitutionnelle, sans oublier aussi les contextes aussi. Il a rappelé aussi les contextes, c'est ça aussi qui est très important. Et lorsque vous parcourez ce document, vous comprenez qu'à chaque étape de la vie de notre nation, des gens se sont sentis d'une manière ou d'une autre bloqués par la loi fondamentale de notre pays, et ont jugé bien d'introduire des modifications ou bien de changer cette constitution pour satisfaire à leur intérêt et non pas l'intérêt général. C'est ça qui est un peu qui est très intéressant plutôt dans le document, et vraiment qui est à déplorer pour la vie constitutionnelle, les 5 ans de vie constitutionnelle dans notre pays. Voilà, 5 ans de vie constitutionnelle au Togo, c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Mais si tu le permets, j'aimerais juste apporter, renchérir. Vous savez, j'aime bien quand on parle de Machiavel. Et dans le sens commun, quand on parle de Machiavel, les gens voient du négatif. Et ça aussi, c'est quand on ne se donne pas la peine de lire Machiavel qu'on le peint en négatif. Voilà. Parce que Machiavel n'a rien fait d'autre que de montrer comment est-ce qu'on gouverne. Machiavel, à la différence des théoriciens, Platon et autres, a parlé de la réalité, de la pratique. C'est ce que Machiavel a fait. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour défendre Machiavel, mais j'aimerais juste dire que Machiavel, il ne faut pas juste le voir en noir, parce que tous les hommes d'État, quand ils arrivent au pouvoir, ils doivent lire Machiavel pour savoir que quand on est au pouvoir, les réalités, elles sont différentes quand on était de l'autre côté. Voilà. Maintenant, le changement de constitution, Ibrahim a fait un beau tableau sur la chose, mais au-delà de ça, moi, dans mes recherches et dans certains échanges avec certains acteurs clés de l'époque aussi, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Tout comme ce changement de constitution, en fait, n'était pas une surprise. Parce que le parti au pouvoir avait annoncé les couleurs à Paris, à l'époque, en invitant l'opposition à venir aux élections. Et la promesse avait été faite à l'opposition que si elle se hasardait à ne pas participer aux législatives anticipées, le parti au pouvoir se chargera de réécrire cette constitution et d'introduire tout ce qui a été fait la nuit de la Saint-Sylvestre. Voilà. Donc, ça veut dire que c'était déjà connu de l'opposition, sauf que à l'époque, même si aujourd'hui beaucoup ne sont pas dans cette logique, je pense qu'il y a eu une maladresse à l'époque en décidant de boycotter ces scrutins. Parce que c'est ça la cause principale de la retouche qui a été apportée à la Constitution de 92. L'opposition aurait participé à ces scrutins, le parti au pouvoir n'aurait pas eu la majorité suffisante pour revoir cette Constitution à sa façon et suivant son agenda. Donc c'est vraiment aussi une contribution à l'histoire, parce que vous voyez, parfois les acteurs ne peuvent pas parler, mais quand nous analysons, nous allons dans les investigations qu'on sort, nous retenons de la matière parfois, et ça nous permet aussi d'éclairer Est-ce qu'on peut dire que l'opposition est complice de cette modification? Bon,
vous savez, la complicité, elle peut être par action ou inaction. Mais je pense que la complicité, elle peut être par inaction dans le cas d'espèce, parce que l'opposition a eu la maladresse de ne pas participer à ces élections. Voilà. Et c'est après ces élections qu'on a connu tout ce qui a mis en ruine l'aspiration du peuple togolais au lendemain de la conférence nationale souveraine. Non, à mon avis, l'opposition n'avait pas le choix. Parce que le système même était verrouillé. Et Adema et son clan avaient installé une machine à broyer l'opposition. Donc, dans ces conditions, l'opposition, à mon avis, ne pouvait pas aller à ces élections et aller se faire humilier. C'est vrai que c'est un choix politique. Ibrahim, en 2015, oui, l'opposition savait aussi que la machine était huilée, mais elle est allée aux élections. Voilà. Ou bien, je vous le concède. Je dirais peut-être qu'ils ont appris, ils ont appris la leçon. La leçon. Voilà. Ils ont peut-être appris la leçon. Parce que une chose est certaine, on ne peut pas gagner forcément, on ne peut pas gagner automatiquement parce que c'est un appareil. Mais au même moment, l'opposition était déjà présente à l'Assemblée. Ça veut dire que l'opposition avait des fiefs sur lesquels elle pouvait compter pour quand même être élue ou avoir une part de la représentation nationale. Donc, je pense que de temps en temps, il faut qu'on comprenne que le Togo, ce n'est pas seulement l'opposition et la majorité. Le Togo vaut plus que ça. Et essayons de transcender en comprenant que des enjeux sont pour le Togo et non pour des chapelles politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que le régime Yadema était un régime fort. Et ce régime, quand nous disons alors, un régime j'imagine fort, le régime fort, comment est-ce qu'il sera? Et ce régime fort passait par tous les moyens pour ne pas sortir les vrais résultats des urnes. Et nous avons en mémoire 98. Et vous savez que cette élection a été une élection vraiment de grands enjeux. Mais au finish, les résultats n'ont pas été proclamés par celles qui devaient proclamer les résultats. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses en dessous. Il y a eu des coups de force. En termes de parabole, c'est comme un enfant qui dit le taux de chômage est élevé au Togo et pour ça, moi, je ne juge plus utile d'aller à l'école. Non, justement, c'est ce qui a amené la classe politique de l'opposition à saisir la balle au bon en 2005, lorsque M. Faure Gnassingbé devait succéder à son papa. Il y a eu une élection. L'opposition n'a pas boycotté cette élection parce qu'on se disait que c'est une nouvelle ère qui se dessinait dans notre pays et qu'on pouvait faire beaucoup de choses et arriver quand même à pallier à toutes les carences constatées dans la gestion de Feu et Adema, parce qu'on se disait que M. Faure Gnassingbé est un jeune et c'est lui-même, il se proclamait le chantre du renouveau. Donc il parle de renouveau, voudrait dire que les choses devaient s'améliorer. Donc l'opposition a cru à la bonne foi du chef de l'État et a participé à ces élections. Mais au finish, les résultats ont été contestés. J'oublie cette parenthèse et je viens vers l'accord politique global. Il y a eu un dialogue inter-togolais pour repartir à zéro, pour que la politique ne soit plus faite dans un rapport de force qui n'avantage pas forcément l'opposition. Et donc, après la PG, c'était convenu qu'on devait aller aux élections. Et cette élection, on avait mis beaucoup plus l'accent sur les élections législatives. Parce qu'on se disait que l'assemblée qu'on avait était une assemblée monocolore. Donc il fallait quand même avoir une assemblée beaucoup plus légitime. Je ne veux pas parler de crédible, de légitime, pour permettre aux Togolais d'aller maintenant vers ces réformes. Mais depuis, il y a eu cette assemblée qui a été mise en place en 2007. Après, en 2013 aussi, il y a eu des élections législatives. Mais jusqu'alors, on traîne. On n'arrive pas à faire les modifications constitutionnelles que tous les Togolais appellent de leur vœu. Comment allons-nous comprendre cela? Parce que vous avez parlé de cela. Mais je voulais voir maintenant qu'est-ce que vous apportez comme apport pour pouvoir enrichir le débat actuel sur ces réformes. Moi, je pense qu'en 2005, Faure Gnassingbé était acculé et la seule ouverture qu'il avait, c'était offrir un plateau à l'opposition pour discuter. Le temps de pouvoir prendre ses marques. Et c'est ce qu'il a fait avec l'accord politique global. Ça lui a permis de s'asseoir. Sauf que, à un moment donné, dans l'accord politique global, l'idée principale était celle-ci. Nous avons toujours signé des accords dont nous avons laissé l'exécution aux partis au pouvoir. Cette fois-ci, nous voulons participer nous-mêmes à la mise en œuvre de cet accord. Mais la mise en œuvre de cet accord
a capoté à partir du moment où le Premier ministre a été désigné. Voilà. À l'époque, l'UFC s'est désolidarisé de l'accord politique global, tout comme du gouvernement d'union nationale. Alors, quand on appelle à des réformes dans le sens d'un consensus, et que vous avez une partie de l'opposition qui est au gouvernement, l'autre qui tire de dehors pour des raisons qu'ils expliqueront eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut dire que les réformes peuvent être opérées? Ça, c'est avoir prêté le flanc à un parti qui ne voulait pas forcément des réformes. C'est qu'on lui a laissé un boulevard. Et l'argument, il est là. Je veux faire les réformes, mais l'opposition n'est pas là. Comment est-ce que je fais? Après, on nous dit, discutons des réformes pour avoir une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on a choisi un mode de scrutin. Et les gens sont allés dans des prédictions pour dire que à la fin des législatives, on aura une assemblée où tous les partis politiques togolais seront représentés. Et ça, c'est aussi se méprendre sur la nature de nos démocraties qui sont foncièrement ethniques et géographiques. On a le résultat. C'est que, comme à 93, où Eyadema a repris le contrôle en redevenant président, les législatives de 2007 étaient tellement belles que le parti au pouvoir a repris la majorité et personne ne pouvait crier pour dire qu'il y a eu fraude, il y a eu quoi que ce soit. Alors, les gars sont remontés et d'un cran, ils se disent maintenant c'est notre victoire, on gère. Mais je pense que dans tout ça, le véritable problème aussi c'est le CGDP et le CPDC. Voilà. Le CPDC, on en a connu plusieurs formules. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les gens disaient ça doit être discuté juste entre un groupe donné. Les partis parlementaires. Voilà, les partis parlementaires. Voilà. Alors on se dit, pourquoi aller discuter aussi de quelque chose qui peut se discuter au Parlement, pas les mêmes partis, dans un autre cadre. Après, on a voulu intégrer d'autres partis. Certains partis parlementaires se sont retirés. En l'occurrence, l'UFC. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs approches pour régler ou vider le reliquat de l'APG. Et je pense qu'il est toujours d'actualité, ce reliquat, il doit être vidé. Mais à chaque fois... Vidé comment? Il doit être vidé en tenant compte de la vision qui avait été impulsée par rapport à l'APG. Voilà. Comme le dit quelqu'un, l'APG n'a pas dit limitons les mandats ou autres, mais l'APG a donné des orientations. Voilà. Aujourd'hui, les travaux, les échanges dans les différents cadres ont conclu qu'il faut revenir à la limitation du mandat, revenir aux 2 tours, mais là où 55 ans de vie constitutionnelle intervient, c'est pour faire montrer aux acteurs togolais que la Constitution ne se limite pas à des modes d'accession au pouvoir. Il y a d'autres éléments qui permettent d'arranger les choses. Voilà. Quand je prends, on peut obtenir 2 tours, une élection à 2 tours. On peut obtenir la limitation de mandat. Mais quand vous n'avez pas une commission électorale bien structurée, bien ficelée, ça veut dire que vous n'avez aucune garantie de la sincérité des opérations électorales. C'est le cas de notre commission électorale. Bon, on l'a vu en 2015 ici, où à un moment donné, le président et son premier vice-président ont voulu nous faire un jeu à l'ivoirienne. Voilà. Justement parce que nos commissions électorales sont devenues des représentations en miniature de notre contexte politique. Et ça aussi, ce sont les lacunes de la Constitution de 92 que nous disons. Vous décidez de créer certaines institutions, vous laissez le soin à l'Assemblée de prendre des lois organiques après pour voir comment est-ce qu'elles peuvent être composées. On l'a vu dernièrement avec la HAC, où on dit la HAC. On n'a pas dit la communication politique. Voilà. Mais on a assisté à une scène où des gens se sont querellés, soit disant que chacun voulait envoyer son protégé à la HAC, alors que la HAC n'est pas là pour représenter, n'est pas une transposition de l'Assemblée nationale, ni de la classe politique. Voilà. La HAC, avant tout, c'est un reflet, une image du paysage médiatique, les différents courants médiatiques. Pour ne pas vous interrompre, mais quand vous parcourez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est dit, j'oublie un peu le point, mais qui stipule que lorsqu'il faut pourvoir des gens, lorsqu'il faut envoyer des gens pour la composition des institutions de la République, l'Assemblée nationale doit faire un effort pour que ceux qui doivent être envoyés dans le cadre de ces institutions puissent refléter l'image
de la configuration de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit. Non, ce n'est pas parce que c'est dans le règlement intérieur que nous allons le consacrer. Je pense que c'est aussi peut-être un égarement qui a été mis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quand nous prenons la Cour constitutionnelle, est-ce que ce n'est pas pour ne pas trop donner la primauté à la majorité mécanique qui existe au niveau de ça me ramène à des propos que j'ai tenus le samedi lors de la dédicace de cet ouvrage. C'est qu'au Togo, nous sommes arrivés à une étape où le député togolais est incapable de voter en dehors de son groupe parlementaire. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Si ce sont les groupes parlementaires qui doivent voter, c'est dangereux. Ça veut dire que le député, son mandat qui lui est conféré, il l'a laissé à l'entière discrétion de son groupe parlementaire. Ce qui est dommage. Quand on doit envoyer des gens dans une institution, par exemple, ce que la CENI et l'Assemblée nationale désigne pour aller à la CENI et autres, ce sont des CV que les gens envoient, ce sont des dossiers que les gens envoient. Il faut que le député, en son âme et conscience, puisse étudier ces dossiers pour voir qui est compétent et peut mériter sa voix pour aller siéger dans cette structure et mettre en œuvre le mandat qui est conféré à la structure. Alors que, dans la réalité, c'est finalement, le groupe parlementaire se dit, qui parmi mes supporters peut aller là-bas et regarder pour moi. À partir de ce moment, on transpose la substance du législatif, où on est là pour réfléchir et faire le jeu politique, c'est-à-dire exécutif, législatif, on le transpose dans toutes les institutions. Est-ce que c'est cette situation qui est à l'origine de ces problèmes que le Togo connaît aujourd'hui? Non, c'est évident. Quand vous voyez des gens à la HAC et qu'ils prennent une décision, les médias se disent, mais ce monsieur, il est en mission pour le régime. Ça n'a plus de valeur. Et à partir de ce moment, l'institution n'a plus de crédibilité. Et ce sont là les problèmes que la Constitution de 92 n'a pas anticipé. Et aujourd'hui, ça nous met dans des problèmes. Voilà, Ibrahim. Non, le commentaire m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me dis que si les députés doivent voter en tenant compte de leur appartenance politique, le pays est en danger. Le pays est en danger en ce sens qu'on ne met plus en avant l'intérêt même de la nation. Parce qu'on vote selon les considérations politiques et c'est pas très bien. Et nous avons l'habitude, nous, dans notre rédaction au niveau du temps nouveau, nous disons toujours que les gens qui ne font que lever, baisser la main au Parlement, est-ce que c'est des gens qui sont dignes même de représenter le peuple? Vous comprenez que c'est ça qui nous amène aussi dans les travers que nous connaissons actuellement. Il y a des propositions de loi qui vont à l'Assemblée nationale, qui sont des propositions qui vont amener à l'amélioration des conditions de vie des Togolais et amener vers l'épanouissement même de la nation togolaise. Mais quand les gens ne trouvent pas leur intérêt dedans, on fait tout pour bloquer cela ou bien on ne fait même pas de diligence, l'effort pour pouvoir faire évoluer le dossier. Vous comprenez qu'il y a tout un problème et je pense qu'il revient maintenant aux élites. Et au passage, je tiens à féliciter M. Madi pour son effort, parce que ce n'est pas aisé d'écrire un livre. Et quel livre encore? Un livre qui a cette particularité de jeter les bases, d'enrichir le débat sur tout ce que nous voulons de bien pour notre pays. Voilà. Il faut le féliciter. Donc, nous appelons vraiment à d'autres personnes aussi de mener des réflexions aussi rigoureuses pour que nous puissions à un moment donné doter notre pays des tests qui sont capables de nous amener vers l'émergence et aussi qui amène le Togolais à être fier d'appartenir à cette nation. Voilà. Monsieur Madi, dans votre ouvrage, vous évoquez également les institutions d'appui à la démocratie. Est-ce que vous pensez que toutes les institutions d'appui à la démocratie connaissent le même sort que la HAC et consorts? Malheureusement, c'est le cas. Toutes ces institutions connaissent le même sort. Parce qu'il faut réfléchir à une façon de recomposer ces institutions, de sorte à ce que les gens qui y arrivent puissent comprendre qu'ils sont là avant tout pour un travail et non pour une chapelle ou pour un individu. Je prends déjà la chose. On nous dit il y a certains qui peuvent être désignés par le Sénat. Depuis 2002 où ce fameux Sénat a été introduit dans nos tests, on ne l'a jamais vu. Et au même moment, on nous dit en attendant que ce Sénat ne soit opérationnel, l'Assemblée nationale aussi reprend le quota qui est réservé au Sénat. Donc ça veut dire que si on pensait
qu'il y aura une autre coloration au Sénat, différente de la coloration au niveau de l'Assemblée nationale. En fin de compte, depuis près de 14 ans, nous subissons doublement la coloration qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. Quand une personnalité arrive à la Cour constitutionnelle et qu'on dit qu'elle a été nommée par le chef de l'État ou bien représente le chef de l'État, quelle que soit sa qualité, il y a déjà quand même des appréhensions sur sa capacité à jouer convenablement le rôle qui est le sien. Donc je pense qu'il y a tout ça qui doit être revu de façon à ce que, je ne refuse pas que l'Assemblée nationale désigne des gens pour siéger dans ces institutions, mais il faut qu'on désigne les gens en tenant compte de leurs compétences, de leur probité morale. C'est sur ça qu'on réfléchit. Ce n'est pas sur leur capacité à faire le jeu du régime ou bien à faire le jeu de l'opposition qu'on envoie quelqu'un là-bas. Mais c'est que l'opposition se dit, nous avons un compatriote que nous pensons être compétent pour faire ce travail. À partir du moment où vous envoyez des gens à la CENI, par exemple, qui n'ont rien, aucune connaissance directe avec la matière électorale, avec l'expertise électorale, vous vous attendez forcément à quoi? Sinon à un blocage, parce qu'ils sont plus là pour se surveiller au lieu de surveiller le processus. Oui, mais c'était la situation, par exemple, lors des dernières élections chez nous au Togo. Et puis, lors des dernières élections, vous aurez constaté que, pour une fois, le parti au pouvoir rappelait certains de ces éléments qui étaient à la CENI. Parce qu'on leur reprochait de ne pas avoir trop manœuvré en faveur du pouvoir. Vous voyez un peu le danger. C'est-à-dire, on les fait partie. Après, l'opposition aussi en rappelle d'autres pour dire qu'ils ont été trop conciliants ou bien qu'ils sont... Voilà. Donc, on se décide à envoyer vraiment des guerriers. Alors qu'on n'a pas besoin de guerriers à la CENI. On a besoin de techniciens, on a besoin de spécialistes qui peuvent nous amener à attester de la sincérité et de la crédibilité du processus électoral. Voilà. Ibrahim Attia, c'est la triste réalité quand même dans notre pays. On préfère mettre des gens pour leur obédience ou leur appartenance politique ou pour leurs compétences. Mais la situation risque de durer parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, on assiste toujours au même phénomène. Oui, le problème c'est la polarisation de la vie politique dans notre pays. Et je pense que si on arrive un jour à ne plus aller vers cette polarisation, si on a de nouvelles figures surtout, de jeunes politiciens qui émergent et qui... Mais c'est difficile parce que dans le sein même des partis politiques, on n'en trouve pas. C'est difficile parce que c'est entretenu. Parce qu'il y a certaines personnes... C'est entretenu à dessein. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un jeune politicien, vous voulez monter, tout de suite on vous colle des étiquettes. On fait tout pour vous décourager parce que c'est comme une scène de théâtre où les rôles sont distribués. Voilà. Vous incarnez l'opposition, moi je suis au pouvoir et vous jouez votre rôle et ensemble nous concourons pour un même objectif. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe. Mais s'il y a une prise de conscience sérieuse de la part des citoyens et qu'on se dit que non, ça suffit, nous n'allons pas nous laisser mener en bateau par ces deux entités qui incarnent la vie politique dans notre pays. Je pense qu'on pourrait transcender cela et arriver vers une manière beaucoup plus élégante de faire la politique que celle à laquelle nous assistons actuellement, qui consiste à se jeter des pots de banane ou qui consiste à évoluer dans un radicalisme qui, au fait, avantage celui à qui on prétend s'opposer. Vous comprenez que c'est un jeu et je pense qu'il faudrait qu'on surpasse cela, que les gens, les Togolais, moi j'en appelle à la conscience surtout des jeunes Togolais, à la nouvelle génération, que le débat... Mais cette nouvelle génération semble se désintéresser à la chose politique. Non, on pousse cette nouvelle génération à se désintéresser. Et vous comprenez que quand on ne veut pas lâcher des pans de pouvoir, quand on ne veut pas créer des conditions pour l'épanouissement de la jeunesse, il va de soi que on dit le ventre affamé, la peau d'oreille, le ventre affamé. Quand on a faim, on ne fait plus des efforts pour rechercher, on ne fait plus des efforts pour lire, on ne fait plus des efforts pour écrire, comme m'a dit. Heureusement, lui, il était à Goma, dans le système des Nations Unies. Ça fait qu'il a eu au moins cette liberté d'écrire. Vous comprenez? Donc, actuellement, le défi, c'est l'emploi des jeunes. En tout cas, la lutte contre la pauvreté. Si on arrive à libérer ces passerelles, je pense que les jeunes vont s'épanouir. C'est ça qui est très important. Voilà, Madi, réaction? Oui, je pense d'abord, permettez-moi de rappeler un principe de la politique. On dit un parti politique, il est créé pour conquérir, exercer
et conserver le pouvoir. Ouais. Donc, ne soyons pas surpris que ceux qui sont au pouvoir sont dans la logique de la conservation du pouvoir. Et à chaque fois que des opportunités leur sont offertes pour conserver le pouvoir, elles les saisiront à deux mains. Ça, c'est déjà une réalité avec laquelle il faut composer à chaque fois. Et c'est ces affaires de, comment dit-on, de réformes qui n'ont pas encore eu lieu jusqu'à ce jour. Le parti au pouvoir prendra le temps qu'il aura nécessaire jusqu'au moment où il se sentira réellement acculé avant de dire ok, matérialisons ces réformes. C'est de la politique. On ne peut pas les en vouloir pour ça, ils sont dans leur rôle. Tout comme l'opposition aussi doit être dans son rôle, qui consiste à mettre en place une mobilisation qui permette d'acculer le parti au pouvoir et de l'amener à opérer ces changements. Mais le danger, c'est que quand, à un moment donné, le parti au pouvoir donne l'impression de vouloir opérer des réformes et que l'opposition ne se donne pas le temps de lui dire ok, allons-y, et l'opposition commence par sonner à l'ali ou crier à l'ali pour dire non, ils ne feront rien. C'est peut-être pas dû peut-être aux antécédents passés. Non, vous savez, il y a eu tellement de choses. Le pouvoir en place n'a pas montré sa volonté. Vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un que vous présumez être de mauvaise foi, donnez-lui l'opportunité à chaque fois de montrer à tout le monde qu'il est de mauvaise foi. Ne vous dites pas fatigué ou bien lassé de vous replier. Surtout dans un contexte où nous savons aujourd'hui que toute réforme dépendra de la majorité qui existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et cette majorité, elle est entre les mains du pouvoir. Oui. Voilà, maintenant une question, est-ce que vous êtes d'avis avec toutes ces personnes qui pensent que peut-être qu'il faut, face à cette bipolarisation de la classe sociopolitique togolaise, qu'il faut forcément créer une troisième classe et qui va émerger peut-être pour changer les choses? D'abord, réaction avec Ibrahim. Oui, c'est ce que je disais, il faudrait qu'il y ait une génération consciente. Je ne dis pas que ceux qui sont là actuellement ne sont pas conscients, non. C'est une génération consciente, en ce sens qu'il faudrait quand même aimer la patrie, notre cher pays, et faire œuvrer en sorte que notre pays aussi soit au rendez-vous des grandes nations. Aujourd'hui, quand on cite le Sénégal comme un exemple de démocratie dans la sous-région ouest africaine, c'est avec fierté que les Sénégalais l'assument, et cela leur donne beaucoup plus d'avantages lorsqu'ils sortent aussi dans les institutions, ils sont bien accueillis. Je pense qu'il faudrait voir aussi ce qui se passe ailleurs. Quand on parle du président John Jerry Rawlings, le dictateur, il est devenu démocrate. De Kérékou, le dictateur, il est devenu démocrate. C'est cette mutation-là à laquelle nous devons appeler vraiment la jeune génération togolaise. Vous comprenez que ce qu'il faut faire, c'est très simple. Actuellement, le débat politique est miné. Il faudrait chercher maintenant des passerelles pour émerger. Et quand on va émerger, je pense que ça serait une manière aussi de contraindre les traditionalistes là, ou bien ceux qui font la politique de façon traditionnelle là, de s'adapter à l'évolution du monde, aussi d'intégrer dans leur façon de voir, dans leur façon de faire les choses, les nouvelles approches. Voilà. Ma direction. Oui, bon, pour moi, est-ce qu'il faut forcément créer un autre courant à côté de ceux qui existent? Je pense que ce serait être au milieu de deux personnes qui vont s'allier pour vous écraser. Mais par contre, il faut que ceux qui existent, on puisse susciter en leur sein une nouvelle façon de voir la chose politique. Voilà. Il faut qu'on puisse... Parce que moi je dis, ce n'est pas le nombre de partis politiques qui va changer quoi que ce soit au Togo. Je sais que les chiffres ont évolué récemment. Peut-être même qu'il paraît qu'il y a d'autres qui s'annoncent. Je ne parle pas d'une nouvelle formation politique, mais d'un nouveau courant. Oui, le courant, il faut qu'il soit interne. C'est-à-dire, il faut qu'il soit interne à ces partis. Il faut que ces partis apprennent à se remettre en cause eux-mêmes et à revoir l'approche. Comme on le dit, si vous avez utilisé une formule, et vous obtenez un résultat donné, ne soyez pas surpris que lorsque vous utilisez la même formule, vous obtenez toujours le même résultat. C'est clair. Donc, il faut aujourd'hui peut-être revoir la formule, que ce soit au sein du parti au pouvoir, au sein de l'opposition. Il faut que les gens puissent quand même commencer par faire preuve d'une bonne foi. Parce qu'un homme politique aussi, c'est sa parole. Il faut que les gens puissent nous habituer au respect de la parole donnée, au respect des engagements qui ont été pris. Et c'est ça que nous devons viser aujourd'hui.
Et c'est à ça qu'on doit appeler tous les acteurs politiques à atteindre. C'est ça qu'ils doivent atteindre. Mais dès que ces principes sont mis de côté et que l'on se dit que la politique, après tout, c'est la politique, ça veut dire que les coups bas sont tordus, les enjeux stratégiques sont permis. C'est vrai. Dans le cadre de la conquête, de la conservation et de l'exercice, on peut tolérer ça. Mais sur certains sujets, il faut qu'on puisse avoir une union de la classe politique. Il faut qu'on puisse avoir une vision commune. Le Togo, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est notre fierté à nous tous. En 2006, quand le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde, est-ce que quelqu'un a cherché à savoir qui était Kabien, ou bien qui jouait, ou bien si le défenseur était de l'opposition ou du parti au pouvoir? Non. Mais c'est la fierté du Togo qui a été pour nous tous. Aujourd'hui, nous pouvons dire, comme c'est d'ailleurs en Afrique, on dit, ce qui compte, c'est participer, comme on le fait toujours pour la CAN. Nous pouvons dire, nous avons participé à une Coupe du Monde. Et la dernière fois, je m'amusais en disant à quelqu'un que Koubadia Kader a participé à une seule Coupe du Monde, mais il a inscrit le même nombre de buts que Wayne Rooney, qui a fait près de 4 Coupes du Monde. C'est aussi une référence. Ça veut dire que c'est le Togo qui est à l'honneur. Donc, ça veut dire en matière constitutionnelle, en matière de projection, il faut qu'on puisse se dire quel Togo nous voulons dans 30 ans, dans 40 ans, quel Togo nous voulons léguer à nos générations futures. Il ne faut pas qu'on continue dans cette logique qui consiste, dès qu'un individu tient des propos, on cherche à voir sa tête. On ne veut même pas voir l'idée ou autre. On dit, mais si c'est lui, oubliez ce salaud. Ou bien non, qui ne le connaît pas. Tant qu'on sera dans ces clichés, au niveau de chaque bord, je pense que ne soyons pas surpris de constater que nous sommes toujours à la même étape où nous étions au lendemain de la conférence nationale souveraine. Dans votre document, vous avez évoqué un aspect que vous jugez important pour les modifications possibles à apporter à notre constitution. Vous demandez à ce qu'on opte pour un régime parlementaire. Mais mon inquiétude à ce niveau, est-ce que nos présidents africains sont prêts à accepter un régime parlementaire, étant donné que le Premier ministre aura, dans ce cas, des pouvoirs, des prérogatives qui vont même écraser le président de la République? Je suis en train de voir, est-ce que c'est possible d'accepter cela? Non, Ibrahim, le véritable problème, c'est quoi? C'est que chaque fois que nous voulons rédiger une constitution, que ce soit 61, 63, 80, 92, nous nous focalisons sur des individus. C'est ça déjà le problème. Nous avons eu 4 constitutions, 4 républiques, où nous avons même été incapables de désigner clairement dans quel régime nous nous retrouvons. Il faut déjà qu'on s'intéresse au régime politique qui doit gouverner notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans nos réalités africaines, les gens croient déjà que faire la politique, c'est la seule façon d'avoir une ascension sociale. Il faut voir comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens que faire de la politique, c'est servir. C'est une sorte de volontariat. Ce n'est pas une sorte de mercenariat financier ou chose. Ça, c'est la deuxième des choses. Aujourd'hui, nous avons un problème récurrent qui est celui de la limitation des mandats. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Madame Merkel est arrivée au pouvoir, je pense, pratiquement vers 2005. Elle était au pouvoir, elle a vu Chirac, elle a vu Sarkozy. Aujourd'hui, elle voit Hollande. Mais personne ne se plaint. Parce que c'est dans un régime parlementaire où, à chaque fois que son parti vient au pouvoir, c'est suite aux résultats accomplis par le parti que la confiance leur est renouvelée. Madame Merkel, par principe, elle n'est pas pour le salaire minimum. Mais parce qu'on est dans un régime parlementaire où elle doit avoir une majorité, elle a été obligée de faire alliance avec des partis d'obédience socialiste pour qui le salaire minimum doit être garanti en Allemagne. Et aujourd'hui, ça a mené Madame Merkel à opter pour cela. Donc ça, c'est l'avantage d'un régime parlementaire. Ça permet de rester quand vous faites bien. Je dis bien, quand vous faites bien. Ça permet aussi à différents courants de pouvoir, ce n'est pas que tout le monde doit avoir nécessairement la première place avant d'implémenter. Bon, ça c'est la déformation de l'anglais. Avant de mettre en œuvre son agenda, mais
par le jeu des alliances, dans le cadre d'un régime parlementaire, on peut mettre en œuvre son agenda. Mais l'Allemagne a un président. Oui. Le président, il s'occupe de l'aspect, disons, souverainiste, internationaliste de l'Allemagne. Donc, c'est une question. Si quelqu'un trouve que les prérogatives confiées au président ne lui conviennent pas et que c'est celles du Premier ministre qui lui conviennent, il n'a qu'à revenir au poste il n'a qu'à compétir pour être Premier ministre au lieu de chercher à être président. Jusqu'à preuve du contraire, on a vu aussi Poutine qui, entre-temps, était président, mais après, il a compris qu'il fallait être Premier ministre pour pouvoir continuer son agenda. Donc, ce sont des réalités qu'il faut voir, apprécier, mais est-ce que dans notre un élément important. Ça serait possible? Non, dans notre contexte politique, justement, ça est-ce sera qu'on voit possible. peut-être président pour fournir Sibé devenir Premier ministre, par exemple, de quelqu'un d'autre? Vous savez, possible, parce que nos mentalités à l'africaine. Ok, moi, dans tous les cas, le Togo a toujours servi d'exemple pour beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses. Bon, beaucoup de mauvaises choses, mais aussi pour parfois des exemples d'humilité. Hein. Des innovations. Oui, j'ai vu Komla Mali, ministre dans ce pays, Premier ministre, après ministre. Bon, ça veut dire que ce sont, même en France aujourd'hui, l'actuel ministre des Affaires étrangères, il était Premier ministre. Il est revenu maintenant comme ministre des Affaires étrangères sous son ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu Premier ministre. Voilà. Et Fabius, avant d'atterrir là-bas, Fabius a été Premier ministre de la France. Mais il a fait preuve d'humilité pour venir servir. Est-ce que c'est peut-être pas dû à l'appréhension même de la chose politique, hein, parce que les mentalités, c'est une question de mentalité aussi. Non, c'est aussi, nous, vous savez, en Afrique, nous sommes des croyants. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on fait la politique, nous, on n'est plus croyants. Parce que, vous voyez, quand vous prenez, vous êtes aujourd'hui à un poste. C'est ce que moi, c'est l'éducation que j'ai reçue. Là où je suis aujourd'hui, je dois savoir que demain, quelqu'un peut être à cette même position et moi plus bas voilà. Ou peut-être, par la grâce de Dieu, plus haut. Mais en étant là où je suis aujourd'hui, je dois savoir me comporter à l'égard des autres parce que demain, ils peuvent être dans la même posture que moi. Ça, c'est l'éducation qu'on reçoit à la maison. Voilà. Et normalement, en matière politique, nous devons aussi comprendre que ce n'est pas à un poste nécessairement qu'on est utile à son pays. Ce n'est pas forcément en étant président qu'on peut servir son pays. Ce n'est pas forcément en étant ministre des Affaires étrangères qu'on peut servir son pays. Mais c'est en s'engageant pour son pays qu'on peut mieux le servir et lui apporter sa contribution. Voilà. Dans ce cas, nous parlons il y a le débat sur l'alternance qui revient. Bon, quels sont les mécanismes pour que le Togo puisse connaître l'alternance? Le premier mécanisme, c'est la sincérité de la CENI. Il faut qu'on arrive à une CENI où on sait qu'il y a des gens là-bas, à l'image de notre Ghana voisin, où on a des gens qui siègent dans cette institution, qui sont dotés d'une probité morale, et qui font tout pour garantir la sincérité des opérations électorales. Mais tant que ces gens arriveront là-bas, parce qu'il est proche de tel parti ou de tel parti, ne soyons pas surpris que même si on obtient 2 tours, même si on obtient l'imitation du mandat, l'alternance se fera autrement, je ne sais pas si, peut-être une alternance in vitro, ou bien unir, on l'aura. Mais si on arrive à prendre les garanties pour que ces organes en question puissent avoir la probité, la légitimité nécessaire, où on sait que ce sont des Togolais pour leurs compétences qu'on envoie là-bas et à qui on confie une mission donnée, et on met à leur disposition des garanties qui permettent d'être à l'abri de l'influence d'un parti politique quelconque. Regardez ces bonhommes qui avaient représenté UNIR à la dernière CENI et qu'on a débarqué un matin parce qu'ils n'ont pas servi la bonne cause. Parce que justement, on donne la latitude aux partis politiques d'influencer la CENI. Dès que vous atterrissez à la CENI, vous n'avez plus à faire allégeance à un parti politique. Vous faites allégeance à la Constitution, vous faites allégeance à la loi électorale. Et surtout que l'institution se veut indépendante. Voilà, une institution indépendante où vous débarquez des gens comme ils veulent. Mais qui ne l'est pas, hein. Bon, c'est ce qu'on constate. Parce que des gens ont été débarqués parce que n'ayant pas joué le rôle qu'on attendait d'eux, ou bien parce que ayant fait traîner les choses. Mais quand vous mettez en place une CENI, c'est pourquoi d'ailleurs j'appelle à une constitutionnalisation de la CENI. Vous mettez en place une CENI où les gens savent qu'ils sont là-bas pour
leur travail. Ils travaillent, ils savent que personne ne peut venir les sauter du jour au lendemain. Alors, vous pouvez dormir en étant sûr que les choses vont aller dans le bon sens. Voilà. On va permettre encore, Ibrahim, si vous avez quelques questions. Oui, puisque nous avons lu le document sur l'afrobaromètre qui disait qu'il y a une crise de confiance au Togo. Et quels sont ces gens-là qu'on peut coopter pour amener dans cette CENI qu'on voudrait qu'elle soit une CENI selon votre... Selon le document, vous avez parlé d'une constitutionnalisation de la CENI. Et au Togo, nous parlons d'une CENI technique. Vous comprenez qu'avec cette crise de confiance, est-ce qu'on peut trouver des gens crédibles, des gens qui puissent faire l'unanimité pour piloter une telle CENI? Vous savez, à partir du moment où les gens ne comprennent pas qu'il faut voir les compétences et les idées, mais ça tarde sur les individus, ou bien sur les origines ethniques, ou sur peut-être les obédiences religieuses, et parfois même pire, sur l'aspect physique des gens, s'il est beau ou s'il est vilain, on n'ira nulle part. Mais il faut que les gens puissent s'intérioriser. Qui est plus togolais que l'autre? Des fois, je me pose cette question. Personne n'est plus togolais que l'autre. Nul n'a le monopole de la togolité, ou bien nul ne peut décréter que tel est plus togolais que lui. Donc, à partir de ce moment, c'est comme un emploi. Pour un emploi, on demande des conditions à remplir. Vous compétissez. Vous faites venir des gens et vous étudiez qui remplit les conditions. Et c'est sur la base de ceux qui remplissent les conditions que vous décidez maintenant et vous faites passer les gens. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut arriver à avoir des institutions où on retrouve des individus. Maintenant, quand vous mettez l'individu là-bas et que vous lui offrez les prérogatives et les garanties nécessaires, qu'est-ce qu'il va chercher encore? Ou bien à qui il va faire allégeance? C'est ça en fait. Il faut qu'on ait des institutions où, lorsque les gens atterrissent dans ces institutions, ils savent qu'ils jouissent vraiment d'une marge de manœuvre et la seule chose qui les guide, c'est leur thème de référence, c'est la loi électorale, c'est la constitution togolaise qui est leur fil directeur. Et on arrivera à quelque chose. Mais tant qu'on passera le temps à chercher à voir s'il est chauve, s'il parle bien cette langue ou qu'est-ce qu'il fait, je vous parie que nous serons là dans 20 ans sur ce même plateau, peut-être toujours dans les mêmes conditions. Toujours dans les mêmes conditions, dans les mêmes débats. Voilà, on va quand même un peu avancer un tout petit peu parce que nous sommes presque arrivés par le temps. On va aborder peut-être cet aspect du HCRUM. Ibrahim, le HCRUM a annoncé la couleur, annoncé les couleurs des travaux qui vont suivre. Il y a déjà toute une polémique autour même de ce HCRUM avec l'opposition déjà qui boycotte une grande partie, qui boycotte les travaux. Quel est votre regard en tant que journaliste sur la question alors qu'on veut partir sur de nouvelles bases? Non, à mon avis, c'est que nous considérons toujours les personnes. Nous ne voulons pas voir l'initiative qui est prise, mais nous voyons plutôt les personnes qui veulent conduire cette initiative. C'est vrai que l'actuelle présidente du HCRUM, Madame Awanana, a laissé un souvenir désagréable dans la mémoire collective. Je veux parler des élections de 1998. Elle a réagi à ce propos, elle a dit qu'elle n'avait pas la totalité des résultats, elle ne pouvait pas le donner. Non, le vrai problème c'est que elle a jeté l'éponge et c'est ce pourquoi nous lui en voulons, c'est tout. Sinon, nous n'avons pas dit qu'elle a fait ci ou bien qu'elle a fait ça, elle a jeté l'éponge. Je crois qu'elle a répondu à cette question. Elle a répondu à cette question. Il fallait plutôt sortir les résultats et les proclamer. Et celui qui gagnait allait prendre... Ibrahim, je vais peut-être te faire rire. C'est-à-dire, quand déjà en 92, la première monture de la Constitution avait été proposée et que les gens, et que le parti au pouvoir l'a rejetée en disant non, on ne veut pas ça. Essayez de revoir. Pourquoi est-ce que des individus ne sont pas allés directement et dire nous c'est ça ou rien, on ne revient pas en arrière? Je pense qu'il ne faut pas analyser une décision juste par rapport à l'élément principal qu'on nous donne, mais il faut voir les contextes et autres. Et moi, personnellement, je fais partie d'une génération qui dit les martyrs à titre posthume, on n'en veut plus. Il faut être là et vivre. Et voir ce pourquoi on a lutté se réaliser. Donc, j'imagine une dame dans un système où on vous met même un gars du corps et vous ne savez pas si c'est vraiment un gars du corps ou bien c'est une menace du corps. Vous comprenez que parfois, il vaut mieux laisser le temps
autant de faire chose. Voilà. Mais je suis d'accord avec Donc, Ibrahim, même dans ce livre, Oui. je suis revenu sur cette époque et aussi j'ai soulevé quelques inquiétudes par rapport à la personne de la médiatrice. Voilà. Mais aussi dans ce livre, j'ai essayé de faire comprendre qu'il faut qu'aujourd'hui on puisse se projeter au-delà des individus. De sa personne. Des personnes. Voilà. Et c'est La conclusion à laquelle vous voulez en venir. Et c'est la conclusion à laquelle je voulais en venir pour dire qu'il faut faire confiance au Ashkroun, puisque les réformes, c'est bien dit que ça doit se faire de façon consensuelle. Et pour qu'on trouve consensus, c'est que les gens doivent être ensemble, discuter et trouver un terrain d'entente. Voilà. Mais si on doit être dans son coin et trouver le consensus, c'est impossible. Donc, moi, je pense que c'est une initiative qu'il faut saisir. L'opposition doit être à ce rendez-vous avec les arguments qu'elle détient par rapport aux réformes et autres là. Le pouvoir en place doit être là-bas, la société civile doit être là-bas. Et je pense qu'il y a... C'est ouvert même à d'autres corps professionnels. Je pense que ce serait une occasion pour réfléchir véritablement sur les modifications à apporter à notre constitution. Mais si on n'y va pas et on reste dans son coin et déjà on jette la lanterne sur cette initiative, je pense que jusque-là on n'est pas en train d'apporter sa pierre pour la construction de notre pays. Parce que cette rencontre est une rencontre décisive et c'est là où il faut vraiment mettre à plat tout ce qu'il y a comme problème, débarrasser tout ce que nous avons comme impurité plutôt dans cette constitution. Puisque quand je le dis, c'est parce que je parle de l'expérience de l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi que l'exécutif a envoyé au Parlement. Mais pourquoi ça a été rejeté? C'est parce qu'il n'y a pas eu un travail préalable, il n'y a pas eu de discussion, les gens ne se sont pas entendus et arrivés là-bas, chacun était braqué et la majorité a dicté sa loi à l'ensemble des députés là-bas. Je pense que maintenant, si on va dans cet atelier du Ashkroun, on va comprendre beaucoup de choses. Ceux qu'on accuse de ne pas vouloir opérer les réformes vont donner aussi leurs arguments. Et ceux qui veulent aller vers ces réformes, eux aussi vont donner leurs arguments. Et à la suite de cette discussion, je pense qu'on finira par s'entendre. Et même, il y a des experts qui seront là, des universités qui seront là, qui vont amener, nourrir, enrichir la réflexion. Il y a mon frère Mohamed Diabakate, que je souhaiterais même qu'il soit invité, parce qu'il a beaucoup de choses à apporter. Non, je pense que tu as anticipé d'ailleurs mes propos, parce que hier soir, j'ai été informé par notre secrétariat qu'il y a une invitation qui a été adressée à notre centre pour pouvoir prendre part aux discussions du Ashkroun. Donc, je pense sur le principe que nous ne boycotterons pas. Voilà. Alors c'est une bonne chose. On va quand même clôturer cette émission en toute beauté avec la situation au CAR, le cas qui continue de s'offrir un spectacle, un spectacle désolant. La dernière réaction en date, c'est celle du président du CAR. Je vais parler du maître Dodi Apevon qui a adressé une lettre au président. C'est une lettre ouverte au président d'honneur, maître Yaovi Madje Agboibo. Ibrahim, on n'en finit pas avec les problèmes au sein du CAR. Non, je pense qu'ils sont arrivés à un point de non-retour parce que le divorce est consommé. C'est la rupture totale entre Maître Apevon et son maître. Son mentor, Maître Agboibo. Je pense qu'il ne peut plus revenir ensemble parce qu'il y a des propos qui ont été tenus de part et d'autre qui ne sont pas des propos qui puissent amener les gens un jour à se retrouver encore. Parce que connaissant un peu la personnalité de Maître Agboibo et la personnalité de Maître Apevon, les propos comme ça sont des propos qui heurtent toute sensibilité et ça blesse l'amour-propre de ces personnalités. Mais seulement, je voudrais évoquer certaines choses parce que quand j'ai lu la dernière lettre de Maître Apevon, j'ai senti des propos qui ne sont pas dignes d'un homme politique. D'abord, il a qualifié une réunion des militants de son parti d'une mascarade. Mais si on a du respect pour les militants de son parti, on ne va jamais dire qu'ils se sont livrés à une mascarade. Parce que quand on parle de mascarade, c'est des gens animés d'idées et pas aussi nobles qui se retrouvent. Et quand on taxe ces militants d'avoir organisé une mascarade, c'est pas bien. Et la deuxième chose,
il dit dans la même lettre que Maître Agboibo, en tout cas, lui en veut parce que il suppose qu'il n'a pas soutenu sa candidature en 2010. Et dans la même lettre, il ne demande pas qu'il n'a pas soutenu Maître Agboibo. Mais il dit seulement qu'on lui en veut pour ça. Voilà. Donc si il ne demande pas, on dit qu'il ne dit rien, consent. Donc est-ce que c'était une bonne démarche de ne pas soutenir son candidat? À la place de Maître Agboibo, je vais lui en vouloir, bien sûr, parce que il était à cette convention qui a désigné Maître Agboibo candidat du parti. Et comment on peut être président d'un parti politique et ne pas soutenir la candidature de... en tout cas, le candidat choisi par son parti. Vous comprenez que ça ne va pas. Il aspire à ce poste-là. Voilà encore. Il aspire peut-être à la présidence. Mais il fallait le dire à l'Assemblée nationale. Et maintenant, lorsque j'apprends, il fallait être candidat au Congrès. Et actuellement, lorsque j'apprends que non, il y a eu des manipulations et autres, mais il faut être intelligent pour manipuler. Voilà. Et ceux qui sont au quart, c'est de grandes personnalités, c'est de grands instituteurs, c'est de grands, comment l'appelle-t-on, la technocrate, c'est de grands juristes. Si Maître Agboibo seul arrive à manipuler tout ce monde, c'est qu'il est très intelligent. Et là, M. Apevon n'a pas été à la hauteur d'être un bon président de parti pour aussi manipuler les autres. Et pour conclure, je voulais tout simplement dire... La manipulation en Afrique, c'est peut-être aussi financier. Non, je voulais tout simplement dire ceci. Non, ce sont vous savez, dans un parti politique, quand vous voulez travailler pour le parti, il faut vraiment prouver quand même que vous avez de l'amour pour ce parti et vous fixez un cap. Voilà, on va comprendre. Et quand on ne veut pas rouler comme le veut le parti, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de partir et non de chercher à ce qu'il y ait de l'implosion. Voilà, je vais repartir à la manipulation et peut-être également la morale n'accepte pas ça. Voilà. Non, moi je pense, vous savez, tout à l'heure quand vous avez annoncé le sujet, je me suis permis d'écrire ceci, un quart à l'arrêt, mais dont aucun passager ne veut descendre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et personnellement, je suis fatigué de ces lettres de Jacques où es-tu, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a une crise au quart, il faut qu'un congrès, ou bien que déjà le comité directeur soit réuni, parce qu'en temps, j'ai pu comprendre que le président Apevon avait mis fin à ces réunions. Et il faut que tout ça puisse être discuté. S'il faut régler la crise avant d'aller au congrès ou s'il faut aller à un congrès, dans tous les cas, cela s'impose. Mais au-delà de ça, moi j'ai fait une analyse personnelle. Je connais la plume d'Apevon. Et je sais que ce n'est pas Apevon qui a écrit cette lettre, mais je sais que c'est lui qui l'a signée. Et comme l'a dit Ibrahim, vous voyez ce qui est un peu regrettable, ce sont les propos qui sont tenus dedans. Et c'est ce qu'on condamnait sur ce plateau tout à l'heure. Dans un débat, il ne faut pas s'attaquer à la personne. Attaquez-vous aux idées que la personne met en avant. Et quand on arrive à le faire, c'est possible. Dans un groupe WhatsApp aussi, j'ai cru comprendre que même ceux qui étaient incriminés par la lettre d'Apevon, soi-disant n'étant pas les vrais présidents, j'ai cru comprendre que, en fait, il paraît que lui-même n'a pas la liste des vrais présidents. Il a une liste vieille. Et certains qui étaient là étaient les nouveaux présidents qui n'avaient pas eu le temps d'aller installer tout ça. Mais je me dis dans tous les cas qu'il faut, la balle est dans les mains de Maître Apevon, il faut qu'il reconvoque le comité directeur, le conseil sénatorial, ce sont les structures du parti qui les mettent ensemble et qui décident où aller. Voilà. Il en va de leur crédibilité à eux tous. Voilà. Merci à vous, Mohamed. Un petit rapidement, parce que en démocratie, je pense qu'il y a des lieux où on doit choisir volontairement les représentants du parti. Et pour le cas du quart, on parle du congrès. Je pense qu'il faudrait plutôt organiser ce congrès et on tire les choses au clair. Voilà. Merci à vous, Ibrahim Atia, directeur de publication du journal Le Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, Mohamed Madi Diabakate, expert des affaires politiques, paix et sécurité. Vous êtes également le président du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique et de la prévention des crises, auteur également de ce très bel ouvrage disponible en librairie. Disponible en librairie, voilà. L'ouvrage est intitulé 5 ans de vie constitutionnelle au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Au revoir. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante
contact@lagazettedutogo.com.